qu'est-ce que c'est la participation et en comprendre les enjeux, c'est vraiment le fondement de ce que je vais essayer de partager. Le mot a été dit, c'est une nécessité. Ils n'avaient pas vu, ou alors peut-être que c'est passé. Ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est de voir, est-ce que la participation, c'est une option ou c'est une nécessité? Bon, mon avis, il est déjà clair là-dessus, et de ce que j'ai pu entendre, vous êtes assez clair là-dessus aussi. C'est embêtant d'avoir un micro à la main. Alors, je vais vous d'abord qui je suis dans tout ça et qu'est-ce qui me permet d'essayer de débroussailler ce sujet qui est celui de la participation. Le plan, il est chargé. Voilà, on y va. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je rencontre des jeunes pour essayer de comprendre les dynamiques de la construction identitaire des jeunes. Ça fait 10 ans que je mène des recherches en sciences psychologiques et de l'éducation pour essayer de voir à travers des jeunes souvent fracassés. C'est souvent avec des jeunes qui ne vont pas bien qu'on arrive à comprendre ce qui fait qu'ils ne vont pas bien, mais surtout ce qui fait qu'à un certain moment, ils peuvent s'en sortir. Alors avec ces jeunes qui ne vont pas bien, ils comprennent très bien, si je viens vers toi, c'est parce que je pense que tu t'es déjà pris des portes dans la figure. Et la réponse est généralement la même, oui, m'en prendre plein la gueule, je sais ce que c'est. Ce sont des jeunes qui sont dans des institutions de l'aide à la jeunesse, qui sont dans la psychiatrie, et qui acceptent de partager avec moi un moment pour essayer de m'aider dans mes recherches. Vous allez voir que ça, c'est une diapositive qui présente un petit peu un résultat de ces recherches qui c'est tracer des itinéraires de résilience en partant de ce que le jeune a vécu depuis sa naissance jusqu'au fracas. Alors ce n'est pas un système qui va aller voir la biographie du jeune date par date, jour après jour, non. C'est à travers toute une méthodologie qui est très semblable à celle que vous avez vécue aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait sens dans sa vie? La question que j'ai posée à plus d'une centaine de jeunes, c'est « Dis-moi un peu, je voudrais, comme vous l'avez, je voudrais comprendre, je voudrais que tu m'aides à essayer de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu qui tu es aujourd'hui? Tu as l'air de ne pas aller trop mal, là, maintenant, devant moi, toi. Est-ce que tu veux bien m'aider à répondre à cette question pour que, à travers toi, à travers tous les jeunes que je rencontre, je puisse arriver à tracer des trajectoires et comprendre comment il y a des jeunes qui vont s'en sortir et pourquoi il y en a qui ne s'en sortent pas. Pourquoi il y en a qui se prennent plus ou moins de portes dans la figure que d'autres. Ça, c'est ma trajectoire depuis une bonne dizaine d'années. On ne va pas voir ça, bon, c'est intéressant, mais c'est toute une trajectoire que je trace avec les jeunes. Voilà, hop, 1, 2, 3, c'est fini. Alors, celle-là est intéressante. Non, les jeunes ont été mis et vous ont mis, vous, en position d'expert. L'expert, ici, c'est toi, quand je rencontre un jeune. L'expert, ici, c'est vous, quand il s'adressait à vous. Qui sait mieux que vous ce que vous avez vécu? Les jeunes. Comment pouvons-nous prétendre, nous, savoir ce que vivent les jeunes dans un monde où tout va si vite? Alors, pour pouvoir mettre un jeune dans une position d'acteur, pour qu'il y ait de la participation, il faut être acteur de ce que l'on fait. Il y a une théorie qui est assez simple, celle de Karacek, qui dit qu'il y a deux continuums. Un continuum sur l'axe de la contrainte psychologique et de l'autre sur la latitude décisionnelle que l'on a par rapport à une contrainte. Alors, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, qui est un domaine des sciences du travail, qui était celle de ma vie antérieure, et qui positionne une secrétaire devant, c'était dans les années 60, on a fait cette expérience, on positionne une secrétaire devant un bureau avec une pile de papier à côté d'elle en lui disant « Mademoiselle, on va vous demander, c'est assez sexiste à cette époque-là, si on était secrétaire, c'est qu'on était une femme, si je vais vous demander de remplir, de dactylographier la pile qui est à côté de vous. Il y a du bruit dehors, je suis désolé, je vous demande de faire au mieux pour arriver à remplir votre tâche à fond. » Toute une population passe ce test de cette manière-là. Deuxième population, même protocole avec une différence. Il y a un petit bouton là sur le bureau. Si le bruit dehors est insupportable, poussez sur le bouton. Le chef de chantier demandera à ses ouvriers d'arrêter un petit peu pour que vous puissiez terminer votre travail. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre le résultat du premier groupe et du deuxième groupe? Le premier groupe n'a pas tous terminé
n'ont pas tous terminé leur travail. Le deuxième groupe, le travail a chaque fois été terminé et personne n'a poussé sur le bouton. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre que si on veut mettre quelqu'un dans un système de participation, il faut viser dans ce carré-là le supérieur droit, être un sujet actif. Et c'est aussi un mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Les jeunes doivent être acteurs. C'est nous qui devons les mettre comme acteurs. Il y a une contrainte. Oui, il y a une contrainte. Le vivre ensemble est en soi, une contrainte. Mais quelle latitude lui donnons-nous face à cette contrainte? Voilà une première théorie. Une deuxième, vous m'avez entendu dire avec eux au début, j'ai besoin de vous. Vous voulez bien m'aider? Tout comme tous ces jeunes que j'ai rencontrés là, ces jeunes en situation familiale et sociale très critique, est-ce que tu veux bien m'aider? J'ai besoin de toi. C'est quoi la motivation? La motivation, on ne la fait pas naître. La motivation, on peut éventuellement l'alimenter. On peut trouver ce qui fait qu'un jeune aura envie de faire quelque chose avec vous ou pour lui-même. La motivation, c'est faire quelque chose pour se sentir exister. Mais il faut que ça vaille la peine de faire ce quelque chose qui nous donne envie d'exister. Vous savez, dans ce bocal qu'on a là au-dessus dans nos étages supérieurs, n'est pas un système qui nous fait faire ce qui est du plus intéressant pour notre devenir. Le cerveau ne fait pas ce qui est le meilleur pour vous. Le cerveau, il vous fait faire ce qu'il connaît, ce qu'il a l'habitude. Donc une motivation, si on fait ça, elle va être quoi? Elle va être de répéter ce que l'on connaît. Alors, je vais vous donner un exemple. Ceux qui le connaissent, je vous demanderai de ne pas y répondre. Si je vous demande de me dire comment vous pourrez être sûr que l'examen que vous allez devoir passer demain matin, si vous n'aimez pas les maths, ce sera les maths, si vous n'aimez pas la géo, ce sera la géo, l'examen que vous aurez demain, je vous demande de me dire quelle est la meilleure manière de prévoir l'issue de votre examen. Qu'est-ce que vous me répondrez? Vous avez une idée? Faites quoi, vous? Bien se préparer. C'est bien ça, bien se préparer. Quelqu'un a une autre idée? Se préparer et se mettre dans la tête qu'on va réussir. Ah oui, se préparer, se mettre dans la tête qu'on va réussir. Les jeunes que je rencontre, moi, ils ont un système qui est beaucoup plus performant que le vôtre. Ils sabotent. Ouais. En sabotant, on connaît. Il fait ce qu'il connaît. Si c'est l'échec qui est le mieux enregistré dans mon petit... je vais répéter ce que je connais. Et entre les deux, c'est le mal au ventre. Entre les deux, il y a toute cette palette de possibilités qui fait qu'on sait quoi. Donc, cette théorie de la motivation, je l'aime bien parce qu'elle va partir de la motivation avec un A privatif, A motivation, vers une motivation intrinsèque, celle que vous m'exprimez. J'ai envie de réussir. Pourquoi vous avez envie de réussir? Parce qu'il y a quelque part en fond de vous-même où vous avez pu anticiper que si je réussis, il y a quelque chose de bien qui va se passer pour moi. Normalement. Alors Philippe Jamet, lui, c'est un prof de psychiatrie français, puis de psychiatrie français, qui s'est beaucoup intéressé aux ados. Il complète ce tableau magnifiquement, il dit non. À gauche de la motivation, c'est la destructivité. Et à l'extrême droite du tableau, c'est la créativité. Et au milieu, entre les deux, c'est pareil. Ce sont des jeunes qui cherchent un moyen d'exister, de sentir qu'ils peuvent vivre, d'un moyen de pouvoir savoir que le monde sera prévisible pour eux. Okay? Je pense que c'était important de partager ça. C'est pour ça que je leur dis, j'ai besoin de toi. Tu veux bien m'aider? Les ados, pour se sentir exister, ils vont faire, on voit là, destructivité, créativité qui se met sur l'écran. Les ados, pour exister, pour se sentir exister, ils vont aller par tâtonnement. Et par tâtonnement, ils vont découvrir l'identité qui leur correspond le mieux. Par tâtonnement. Essai, erreur.
Et tout ce tâtonnement, il se fait comment? À travers le regard de l'autre. Quand vous étiez en groupe, vous vous êtes regardés au début l'un l'autre, on essaie de se comprendre, de savoir qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Le but, à travers, que ce soit une rencontre en face à face ou avec un groupe, est de dépasser toutes ces notions de tâtonnement pour comprendre qu'on est en tâtonnement, qu'on est en train de se tâtonner, on est en train de se chercher là, et principalement les ados. Pour comprendre que le regard de l'autre est très important, il y a l'expérience de Steinberg, qui est un neuroscientifique américain, qui essaie de comprendre le développement et la maturité des adolescents. Alors il proposait un protocole qui était assez simple, c'est une salle de protocole avec une vitre sans teint, les scientifiques sont derrière, ils regardent, et le jeune, il est mis dans une pièce où il y a un ordinateur. Et sur cet ordinateur, on va lui demander, voilà, c'est un simulateur de conduite, on va te demander d'arriver le plus vite possible de l'autre côté de la ville, d'accord? Alors, vas-y, fais le truc. Attention, tu as un certain temps et il faut y arriver, quoi. Si tu brûles les feux, il se peut que ça se passe bien, mais il se peut aussi que tu aies un accident, donc fais attention, ok? Vas-y. Fais le test. Et on va mesurer comment le jeune va faire son test. Combien de temps? Quel est le niveau de risque qu'il prend? On va refaire le même test. Même protocole, si ce n'est qu'à la fin, l'autre c'était le bouton, ici, le jeune va simplement entendre. « Hé, salut, tu vas voir, c'est un super cool, tu vas t'amuser comme un fou à travers ce jeu-là. » Bref, la seule idée derrière cette modification du protocole, c'est de faire croire à l'adolescent qu'il y a un autre adolescent qui est là et qui va le regarder. Les résultats ne sont plus du tout les mêmes. L'adolescent qui se croyait seul devant son ordinateur va avoir des comportements et des prises de risques les mêmes qu'un adulte. Mais celui qui avait un adolescent, qui croyait qu'il y avait un adolescent qui regardait, là, toutes les prises de risques vont être prises. Ce n'est pas pour rien que dans toutes les cultures et dans le monde entier, le maximum de noyades se passe à l'adolescence et jamais quand ils sont seuls. Alors si je vous dis ça, c'est parce que le regard de l'autre est important et qu'il y a cette notion du jugement. Vous l'avez entendu dans leurs mots, ça revient systématiquement. La notion du jugement d'autrui. Pourquoi est-ce qu'on est si enclin à devoir juger? Et comment est-ce qu'on peut sortir du jugement? Alors pour moi, pour sortir du jugement, il y a une notion qui d'abord est très importante, c'est de comprendre que les mots ne sont pas les choses. Comprendre ensemble un concept, un mot, c'est à ce moment-là seulement que l'on crée du réel. Avant ça, c'est une subjectivité qui nous est propre. Mais à partir du moment où on partage ensemble chien, pourquoi nous on dit chien? Là, c'est un livre qui est très intéressant, il n'est pas traduit en français, qui s'appelle « The Meaning of the Meaning », le sens du sens. Et c'est purement un livre qui traite de problématiques linguistiques. On dit chien, y en a qui vont dire dog déjà, et pourtant, dans le cerveau, on va avoir la même représentation d'un chien. Mais ce que l'on a par rapport, que ce soit un mot, un concept ou quelque chose qui se passe dans notre vie, va toujours faire appel à un vécu. Moi, je vois un chien, j'ai ma main qui s'ouvre. Parce que dans mon vécu, je n'ai pas eu trop à avoir peur d'un chien. Il y en a un qui m'a un jour mordu, je pense que je l'avais cherché. Et j'étais jeune. Et donc, je vais mettre ma main pour qu'il vienne vers moi. Parce qu'il faut qu'il me sente comme ça, lui aussi, il sait, on va faire connaissance tous les deux. Quelqu'un qui aura peur des chiens parce qu'il a été mordu et que c'est une très mauvaise expérience pour lui, ne va pas avoir la même attitude que moi. Ce que j'essaie de vous expliquer par là, c'est que notre monde qui se travaille sur des mots, des concepts, participation, amitié, copain, ça ne veut pas toujours dire la même chose pour tout le monde. Et il faut accepter que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et c'est en acceptant qu'on est dans une forme de subjectivité que l'on va pouvoir se rencontrer en disant « c'est mon point de vue, toi tu as le tien ». Si on essayait de trouver un point de vue commun. Une autre chose importante, c'est que on ne peut pas partager sa propre expérience du vécu. On peut en donner un parfum, mais on ne peut pas réellement la partager. Ces panneaux que l'on voit parfois sur les emplacements pour personnes à mobilité réduite,
vis ma vie, ouais, c'est une bonne manière de faire réfléchir. Mais en même temps, est-ce que c'est possible de dire à quelqu'un, vis ma vie? Est-ce que c'est parce qu'on aura passé 24 heures dans une chaise roulante que l'on saura ce que c'est que d'être hémiplégique? Est-ce que c'est parce qu'on a été dans un restaurant, ça a été à la mode à un certain moment, dans un restaurant avec un bandeau sur les yeux pour dire on est aveugle, on va savoir ce que c'est qu'un aveugle? Est-ce que c'est pour ça qu'on sait ce que c'est qu'un aveugle? Non, non. Alors, les jeunes que vous avez rencontrés, et les jeunes que j'ai rencontrés dans d'autres circonstances, me disent tous, vous savez, monsieur, nous, je ne comprends pas. Quand on nous demande quelque chose, on ne le fait pas. Ah bon? Et pourquoi? Bah, je ne sais pas. Tu ne trouverais pas que ce serait intéressant qu'on creuse ça ensemble? Ah ouais. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que cette notion qui est mêlée avec cette façon que l'on pourrait dire qu'un chien, c'est ça. C'est le sachant qui va dire à son élève, c'est ça, un chien. Cette notion d'autorité que l'on prend généralement, elle ne fonctionne plus vraiment aujourd'hui. Est-ce que c'est une crise? Non. Je ne pense pas qu'il faille parler de crise. Parce que si on utilise le mot crise, ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. Il y a Éric Prérat, qui est un chercheur de Mulhouse en sciences de l'éducation, qui dit qu'il y a une érosion de l'autorité. L'autorité du maître, c'est fini. Il faut oublier ça. Il faut accepter qu'il faut oublier cette autorité du maître. C'est une notion que notre milieu a créée au sein de nos enfants qui fait qu'ils ne l'acceptent plus. C'est un bien, c'est un mal? Je ne sais pas. Moi, je vois des jeunes qui savent quand même discuter. Des jeunes qui ont une certaine maturité pour s'ouvrir à partager tout ce qu'ils ont pu partager avec nous. Alors moi, je suis d'avis de dire comme Éric Prérat, c'est une érosion de l'autorité et il faut voir comment on peut faire avec. Et il y a des chouettes choses à faire avec. Il dit par exemple qu'il faut pouvoir faire une distinction claire entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir est coercition. L'autorité, elle se fait ensemble. J'utilise avec des jeunes, je ne suis pas pédagogue dans le sens didactique, donc ne m'en demandez pas plus, j'ai un exemple et je n'en connais pas beaucoup. Et un exemple qui est très facile, c'est celui que je leur dis, tu connais le théorème de Pythagore? Vous connaissez le théorème de Pythagore? Zut, mauvais exemple. Généralement, ils me disent, bof. Eh bien, je peux te faire un pari, que je vais t'apprendre le théorème de Pythagore et que tu seras encore capable de l'enseigner à tes enfants et petits-enfants, et que plus tard, tes enfants et petits-enfants qui l'auront appris de toi pourront encore le faire. Eh bien oui, je ne vous le ferai pas maintenant, mais il y a moyen d'expliquer le théorème de Pythagore d'une façon que personne ne l'oubliera plus. Déjà, la manière de le prononcer. Les carrés de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres. Hein, ça commence, hein, c'est assez laborieux. Bref, cet exemple-là nous dit que ce n'est pas nous qui faisons autorité. On doit partager une chose avec les jeunes qui fera autorité. Je ne suis pas venu avec les jeunes pour leur parler de la participation en faisant autorité. Je suis venu chez eux en leur disant « Est-ce que vous voulez bien m'aider ?» Et puis après ça, je leur ai proposé « Vous voulez bien rencontrer des adultes pour le faire avec eux ?» Et ils ont tous dit oui. Hein. Il n'y en a pas un qui a dit non. Alors, dernière chose un petit peu. Oui, les espaces, comment on fait pour revenir en arrière? Ces espaces, ces environnements capacitants, pour moi, c'est justement de comprendre que les jeunes, on parle des jeunes dans le cas présent, ont un savoir, quel que soit leur âge. Ils ont un savoir. On appelle ça un savoir profane, un savoir expérientiel. Ils ont un savoir. Les jeunes d'aujourd'hui vivent une vie que nous ne pouvons pas comprendre. Ils vivent dans un milieu qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et j'en veux pour preuve qu'ils disent eux-mêmes. Tu sais, Benoît, un jeune qui a 3 ans de moins que moi, je ne comprends pas ce qu'il vit. Ils n'ont pas les mêmes outils en main. Ils ne font pas la même chose. Alors comment nous, qui avons quelques années de plus que 3 ans de plus qu'eux, pouvons comprendre ce qu'ils vivent? Le monde va à une vitesse fulgurante. Ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, il y avait peut-être des siècles avant ça pour équivaloir à 20 dernières années qui se sont passées. Mais dans les 5 prochaines années,
Il y aura encore beaucoup plus de changements, on peut s'y attendre, que dans les 20 dernières années. Tout va aller de plus en plus vite. Alors, la première question, la participation, option ou nécessité? Si l'on veut comprendre pour agir, ce n'est pas nous qui comprendrons le monde, c'est eux qui nous aideront à construire un monde que nous comprendrons ensemble. La question du sens, elle revient systématiquement à la question du sens. Déjà, elle était dans la question, c'était déjà peut-être un biais. Mais en même temps, ça revient systématiquement d'une manière ou d'une autre. Alors, on a vu que les mots ne sont pas les choses. En même temps, le réel se divise en deux finalement. Il y a une partie que l'on va pouvoir appeler une utilité formelle des mots, des choses, et une utilité non formelle, qui bien souvent est créatrice ou trouve son origine dans le lien. Un exemple. J'ai mal au ventre. Oh, tu as mal au ventre. On est au-dessus là. Utilité formelle, utilitariste. Il n'a pas envie d'aller à l'école. Si on passe de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté du miroir, utilité non formelle, et qu'on essaye d'interroger ce jeune, mais qu'est-ce qui se passe? Que tu peux essayer de m'expliquer? Mal au ventre, j'ai peur d'aller à l'école. Ah. Et puis bon, je pense que le scénario qui est là, ici, vous connaissez tous un petit peu ce qui peut se passer là derrière. Hein. Pour vous expliquer qu'il y a deux côtés du miroir des choses. Un côté avec une utilité formelle, une utilité non formelle. Il y a des mots pour dire et des mots pour comprendre. Tout comme il y a un moi a priori et un moi interprété, le déjà connu et l'inconnu, un discours intérieur, un discours extérieur. Il y a un manifesté, ce que les jeunes disent. Je ne vais pas voir les jeunes en leur disant « nous allons vous parler de harcèlement, on va parler de ceci, on va parler de cela ». Comme vous l'avez vu, on est parti de leur vécu. Et de leur vécu viennent des questions. Alors, il y en a déjà une qui est magnifique, hein, que je vous ai citée tout à l'heure. Quand on me demande quelque chose, je ne le fais pas. C'est quand même magnifique de pouvoir partir avec un groupe de jeunes en disant « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Ouais, je suis plutôt comme ça aussi, moi. Ah bon? Et travailler sur une question que eux se posent avec le protocole tel que vous l'avez vu et qui fait qu'à un certain moment, on sort du jugement, on sort et on est dans un vécu que l'on essaye de partager. Se manifester, donc, on va essayer de faire un travail dessus qui va être un travail interprétatif. On va interpréter. Ah, tu as mal au ventre? On va essayer d'interpréter ça avec l'enfant, avec le jeune. Tu as mal au ventre. Il y a un mot à travers le langage qui est le mot logos. Logos, c'est un mot que les philosophes et d'autres utilisent pour dire que c'est tout ce qui se trouve au-delà de la chose elle-même. Le logos. Ce qui tourne autour, mais pas de n'importe quoi. Non. On dit chien, quel est le logos autour du chien? C'est tous les concepts que l'on peut mettre autour de ça. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme concept autour de ça? On va essayer d'interpréter l'ensemble des interprétations possibles. Et ça va faire naître du sens. Le sens que ça a pour toi de te lever le matin, d'avoir mal au ventre pour ne pas aller à l'école. Quel sens ça a pour toi? Ce sens, il va nous révéler quelque chose. Il va nous révéler, j'ai peur qu'on me critique de nouveau parce que je suis un peu rondouillette, je suis difficile. Ah ouais. On va rentrer dans un processus qui sera compréhensif. On va essayer de comprendre avec eux qu'est-ce qui se passe là derrière. Non pas en leur donnant une injonction quelconque. Non, on va essayer de comprendre. Et une fois qu'on aura pu comprendre avec le jeune, ok, c'est pas facile pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va pouvoir peut-être créer ensemble un climat dans lequel on va créer un nouvel ethos. Ethos, c'est un mot en sociologie qui dit c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est la manière d'être au monde. On va pouvoir, avec ce jeune qui est mal dans sa peau, tenter de changer sa manière d'être au monde. Et dans notre manière d'être au monde, il y a notre perception du monde. Nous envoyons une image et nous interprétons ce qu'on va nous renvoyer. Est-ce que c'est vraiment ça? On a vu juste avant que ce n'est pas parce qu'on interprète quelque chose que c'est la vérité. C'est quand on va connaître le monde du vécu de l'autre qu'on va pouvoir l'interpréter.
phénomène géomagnétique. Bien beau, ouais, suivant. Hop. Quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à comprendre et à conceptualiser tout ça, c'est Jürgen Habermas. Habermas est un théoricien qui a essayé de synthétiser tout ce qui pouvait se passer dans la vie humaine. Il a dit tout ce qui se passe dans la vie humaine, finalement, c'est une forme d'agir communicationnel. Tout ce que l'on fait est une forme de communication. Ne pas communiquer est aussi communiquer, disent d'autres théories. Mais ce qui est surtout important, c'est mis au petit là en dessous, c'est que tout est négociation de sens. Ce que l'on fait l'un avec l'autre est toujours une forme de négociation de sens. L'enseignant vis-à-vis de son élève, le soignant vis-à-vis de son patient, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? À part les actes techniques qu'un médecin doit faire pour soigner une plaie, on n'est pas là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On est toujours, selon moi non, très humblement, selon ce que Habermas peut nous apprendre, dans une négociation de sens. Un exemple. Je me suis amusé là, tiens. L'agir communicationnel. Vous avez un jeune. Oh papa, j'ai une nouvelle batterie. Papa n'est pas de très bonne humeur ce jour-là. Il dit, mais enfin, t'en as déjà une de batterie. Où est-ce que tu vas la foutre, cette batterie? Pensant, t'as déjà vu ta chambre? Le jeune ne comprend pas, là. Il était tellement content parce qu'il ne pouvait plus communiquer avec ses copains. Vous avez vu? On ne pensait pas la même chose tous les deux. Et il dit à son papa, bah, je vais la mettre à sa place, ma batterie. Papa, il ne comprend pas. Il devient fâché parce qu'il n'était pas de bonne humeur ce jour-là. Ce n'est pas une manière de répondre à ton père. Alors là, on comprend à travers ce petit exemple ce que c'est que toutes ces théories qu'on a vues précédemment. Comprendre le monde du vécu de l'autre, c'est ça l'agir communicationnel. On émet des choses qui ne sont jamais que des symboles. Et quand on peut arriver à rentrer dans le monde de l'autre et communiquer, à ce moment-là, on peut créer du réel ensemble. Habermas continue sur une autre chose. C'est qu'il nous dit qu'il y a une colonisation du monde des vécus. On a vu ce que c'était que le monde du vécu. Hein. Papa, il voit les batteries, aïe, 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 où est-ce qu'il va la mettre celui-là? Et le gamin, il était tout content parce qu'il avait la batterie pour remettre dans son téléphone. Il y a dans le monde du vécu, hein, Life World, monde du vécu, d'un côté, il y a le système de l'autre. Le système, c'est la politique, la démocratie, l'école, le système dans lequel on vit, en règle générale. Hein. Il y en a micro, méso, macro, on pourrait dire que c'est plus ou moins ce qui est au niveau du macro. Et il y a une ligne entre le système et le monde du vécu. Une ligne qu'il nomme une ligne de la pathologie. Il mêle pathologie sociale et psychopathologie. Et je pense qu'il a raison. Il a fait plus d'études que moi pour le dire d'ailleurs. Cette colonisation des mondes du vécu, on peut les comprendre assez bien. Hein. C'est les limites floues qui se mettent maintenant à travers le télétravail, par exemple. Les téléphones portables qu'on a dans notre poche et qui font qu'on peut nous appeler n'importe quand. Alors parfois c'est très bien, mais ce n'est pas toujours bien vécu dans notre monde. Dans notre monde du vécu, je ne parle pas du monde, dans notre monde du vécu. C'est une colonisation qui se fait. Alors je prends un exemple qui est particulier pour les jeunes, de colonisation très importante. La cour de récréation, elle se termine où? Elle ne se termine plus. À 4 heures du matin, les jeunes sont avec leur téléphone et la cour de récréation, le petit gars qui s'est fait harceler pendant l'après-midi, c'est toujours dans son téléphone. Et il est là. Et ça tourne toujours. Voilà encore un exemple de colonisation de ces mondes du vécu par le système. Le jeune a besoin d'un espace pour se construire ses subjectivités qui soit suffisamment stable et protecteur. Jusqu'à l'âge de 10-11 ans, un jeune a difficile de pouvoir considérer que le monde qui l'entoure ne soit pas bienveillant. C'est difficile pour lui. Il a besoin d'avoir un environnement, j'ai pas mal étudié des modes d'éducation dans des sociétés traditionnelles, où on dit l'enfant n'est pas l'enfant de ses parents, c'est l'enfant du village. Parce qu'on considère que c'est le village qui va pouvoir lui donner cette sécurité. Et que les parents, ce sont des endroits dans lesquels
Papa va à la chasse, il ne revient pas toujours. Et donc, dans ces sociétés-là, on considère que l'enfant, c'est l'enfant du village, et pas l'enfant de ses parents. À travers ça, on se rend compte que ce système protecteur et de bienveillance va se mettre autour de lui jusqu'à cet âge de 11 ans, 12 ans, le moment de la puberté. Et puis là, tout d'un coup, rite initiatique, plouf, il passe directement, sans passer par la case adulte, il va passer de l'enfance à l'âge adulte. C'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous expliquer que l'enfant a besoin d'un temps de stabilité pour faire l'expérience de ce que les philosophes appellent, et les philosophes de la politique, appellent les espaces pré-politiques ou les espaces pré-démocratiques. L'enfance est supposée être un moment où on fait ses apprentissages, dans la famille, à l'école aussi. Alors Habermas continue encore. Il dit que quand on a une perte de sens, en bas à gauche, loss of meaning, on est sur une ligne qui est celle de la psychopathologie. Si on ne donne pas du sens aux jeunes, on sait où ça va. Alors il donne des exemples. On retire la légitimation, on retire la crise de l'orientation dans l'éducation. On ne se sent plus tellement une identité stable dans la société. Anomie, c'est la perte de repères. Il va y avoir un retrait de la motivation. On a vu ce que c'était, le retrait de la motivation. Une rupture des traditions, une aliénation. Ce qu'il exprime par là, Habermas, c'est que les processus d'apprentissage des systèmes ne sont plus les mêmes. Et quand les processus d'apprentissage du système changent trop vite et qu'il n'y a pas de stabilité, on en arrive à ça. Nos arrière-grands-parents avaient une manière d'éduquer leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants qui n'était pas très différente. Puisque le monde des vécus n'était pas différent, pourquoi est-ce que l'éducation aurait été tellement différente? Aujourd'hui, l'éducation que les enfants reçoivent n'est pas l'éducation que leurs parents ont reçue, qui n'est pas l'éducation de ce que les parents de ses parents ont reçu. Alors, ce n'est pas pour critiquer, c'est un constat qu'il fait. Qu'à partir du moment où les processus d'apprentissage des systèmes, cette répétition dans laquelle on peut apprendre à bien trouver les meilleurs moyens d'éduquer nos enfants, à partir du moment où ce processus ne fonctionne plus si bien, où on n'a plus cette stabilité, eh bien, on a tout ça. Alors on vit dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas le critiquer, ce machin-là. Il est tel qu'il est. Le monde dans lequel on vit, on ne va pas le changer demain matin. Mais d'être conscient que le système dans lequel on vit est générateur de tout ça, nous permettrait peut-être de réfléchir. Alors réfléchir. Venons-en à la participation en disant pourquoi est-ce que la participation, j'en suis à quoi là? À quelle heure on doit arrêter? Que je ne me mette pas. Encore 20 minutes? Je voudrais vraiment que vous ayez la parole. D'où vient la participation? La participation, elle est souvent très mêlée à un autre mot qui est l'empowerment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là d'empowerment. C'était un concept qui est né dans les années 60, essentiellement dans les milieux empower, donc il y a le mot power et donner le pouvoir, empowerment. Et qui est né surtout dans les années 60, dans les milieux pas spécialement défavorisés, justement les milieux noirs et féministes aux États-Unis. Et l'idée, c'était il faut donner à ces minorités du pouvoir, empowerment. L'idée de cette forme de participation des minorités qui s'imposait de plus en plus à partir de ces années-là était une notion de questionnement radical. J'ai entendu ce mot-là à un certain moment. C'était un questionnement radical à travers la participation du système. C'est pour ça que je suis peut-être un peu rébarbatif ce que je vous ai présenté avant, mais il faut bien comprendre la notion du système et le monde du vécu. La participation, donc, dans les années 60, c'était pour les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, antiraciaux, c'était de trouver le moyen de remettre à plat le système. Une participation que les chercheurs qui réfléchissent aujourd'hui à la participation disent c'est la phase de participation radicale. Parce qu'on questionne radicalement le système. Alors radical, c'est pas pour ça qu'on fout le casin dans tout et qu'on va foutre le bordel. Non, c'est que l'on va le questionner à la base. Une participation radicale, ce serait par exemple dans l'école de pouvoir questionner.
qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce qu'on est ici? Quel sens ça a de se lever le matin pour aller dans l'école et, comme le disent la plupart des jeunes, être là pour réussir? Mais réussir quoi finalement? Réussir à ce qu'on m'a dit depuis que je suis petit, si tu réussis à l'école, tu auras un beau métier. Oh, je crois que c'est un peu en panne cet ascenseur-là. Ça marche, mais pas pour tous. Et au plus on est dans des couches qui sont moins favorisées, au moins le système fonctionne. Alors, on est tous bien conscients ici que la meilleure manière de mettre en péril la santé mentale, c'est de donner ce qu'on en appelle des injonctions paradoxales, double bind ou autre. Fais ce que je te dis, pas ce que je fais, ou plus clairement, si tu le fais, tu seras pénalisé, si tu ne le fais pas, tu seras pénalisé. Et ça rend fou cette histoire-là. Fin des années 70, début des années 80, on va passer rapidement sur cette histoire-là, mais c'est important quand même de s'en rendre compte. C'est le moment où des premières crises de l'énergie, comme on la vit aujourd'hui, grand questionnement, et le chômage qui était de quelques petits pourcents à cette époque-là, le chômage n'était pas grand-chose, tout d'un coup, il commence à exploser vers des 8, 9, 10, 12%. À ce moment-là, on met des politiques particulières. Quand c'était 2-3%, le pauvre gars qui était au chômage, il recevait une indemnité, c'était tout, quoi. À partir des années 70-80, il y a des politiques d'activation des chômeurs. Entrepreneurs de votre propre vie. Alors, je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là pour constater. Qu'est-ce que ça donne, ces histoires-là? Et est-ce que c'est ça de la participation, de dire à un chômeur, je ne sais pas, je pose la question. Un gamin qui ne réussit pas, on va dire, mets-toi au travail, hein. C'est comme ça qu'il va réussir. Je ne sais pas. Peut-être taper avec une règle sur ses doigts, je ne sais pas. Je ne crois pas que ça marche non plus. C'était l'histoire de l'autorité, ça ne marche pas. Alors, la participation a ensuite été mise dans un droit. C'est un droit aujourd'hui. Les enfants ont droit à participer. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Les opinions des enfants étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 1989. Je vais vous lire un petit extrait. Oh mon Dieu, c'est petit ça sur moi. Un petit extrait d'une personne qui est importante quand on parle de participation. C'est Roger Hart. Roger Hart est celui qui a repris l'échelle, on va voir ce que c'est qu'une échelle de participation. Il a repris l'échelle de participation de Einstein, que l'on va voir après aussi, et qui a été très important dans tout ce qui a été des politiques de participation des jeunes au niveau de l'UNICEF et autres. J'ai vu ça pour pouvoir vous le dire. Une nation est démocratique dans la mesure où ses citoyens sont impliqués particulièrement au niveau communautaire. Ce que j'oublie de vous dire, c'est que ce que Hart écrit, c'est dans une publication de l'UNICEF. On est en 1993, et la première échelle de participation, c'était dans les années 60. Donc en 1993, il nous dit donc ça. La confiance et la compétence pour s'impliquer, doivent être acquises progressivement par la pratique. C'est pour cette raison qu'il devrait y avoir progressivement de plus en plus d'opportunités pour les enfants de participer à toute démocratie en herbe, en particulier dans les nations déjà convaincues qu'elles sont démocratiques. Alors, quand il parle de démocratie en herbe, c'est les écoles, c'est tous les mouvements de jeunesse, les clubs de sport, c'est là-dedans qu'il parle. Avec la croissance des droits de l'enfant, nous commençons à voir une reconnaissance croissante de la capacité des enfants à parler par eux-mêmes. Aujourd'hui, je crois que c'est une preuve qui n'est plus à porter. Malheureusement, bien que la participation des enfants et des jeunes se produise à des degrés divers dans le monde, elle relève souvent de l'exploitation ou de la frivolité. Cet essai, je vous suggère d'aller le lire, c'est intéressant, cet essai est conçu pour stimuler un dialogue sur ce sujet important.
la participation. Ça donne à réfléchir. Autre point théorique important. Prieto, je le dis bien ce coup-ci, hein, Prieto, je crois que c'est lui, hein, Prieto. Prieto a aussi théorisé la participation et il y voit 6 dimensions importantes. Le quoi. Le quoi, on va le voir dans cette fameuse échelle. Il y a le quand. Et c'était échelle sur laquelle, sans le savoir, vous avez mis votre petite gommette. Chaque petit nuage était en réalité un échelon de l'échelle que nous allons voir. Le quoi, l'intensité de la collaboration selon l'échelle, on va le voir. Le quand. Le quand, c'est à quelle phase d'un projet? Ah, on va repeindre les classes. Est-ce qu'on va leur proposer leur participation au moment où on va dire il faut que la classe reste propre, maintenant elle a été repeinte? Ou on va leur proposer leur participation quand on dit on va repeindre la classe, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les couleurs? Quand? À quelle phase? Quand on fait l'agenda, quand on commence à réfléchir, au moment de la décision, et après ça, aussi au moment du contrôle d'une décision que l'on aura prise. Le où. Dans la vie de l'institution, on la met où, cette participation? Partout? Pour tout? Ou pour certains sujets? Qui est impliqué dans la participation? Tout le monde? Tous les jeunes, tous les adultes, tous les enseignants? Des jeunes qui auraient été élus d'une manière ou d'une autre, qui sont représentants, mais comment ont-ils été élus? Enfin, le dernier point qui double, c'est le comment. Comment au niveau de la délibération et de la transparence, qui est un point capital. La délibération d'abord, c'est si on décide, c'est sur quelle modalité qu'on va décider. On va décider sur majorité, unanimité. Quelles sont les modalités sur lesquelles on va se baser pour prendre une décision? Et puis la transparence. Prendre une décision, c'est bien, mais on la prend sur base de quelle information? Qu'est-ce qu'on nous dit pour prendre une décision? Voilà toutes des questions qui, pour moi, sont essentielles de se poser avant de penser à la participation. Vient ensuite la notion d'échelle. C'est un cri un petit peu petit. Ça va? Vous avez rêvé à lire? Non, c'est un peu petit, peut-être un petit peu petit. L'échelle de participation, elle est divisée en 3 groupes principaux. Les 2 premiers échelons, c'est de la non-participation. Il l'appelle manipulation ou thérapie. Thérapie est à voir ici dans le sens où, je vais essayer de lire, c'est tout petit encore une fois, un public passif auquel on applique l'intérêt des... C'est pas trop petit, c'est pas lire. Vous savez lire, vous? Public auquel on explique l'intérêt des mesures prises par nous-mêmes, je peux voir comme ça. Décider. Merci. Décider pour son bien. On va pouvoir progresser à travers les niveaux de cette échelle pour arriver au sommet de l'échelle à une décision qui sera prise ensemble, surtout, en tout, pour tout. Qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on en discute et on prend la décision ensemble. Comment on va décider? Ah ben on va le discuter. Tiens, comment est-ce qu'on va décider? Comment est-ce que... On va le décider. Ça, c'est le niveau le plus élevé de la participation. Ce que je vous propose dans la participation, tout ce que j'ai pu essayer de voir, de comprendre, c'est qu'en regardant tous ces échelles, tous ces échelons auxquels vous avez mis votre gommette, vous visiez toujours l'échelon le plus haut de la participation. Même si on est en bas, c'est l'échelon le plus haut qu'il faut viser. Bien sûr qu'un cadre dans une école, dans un mouvement de jeunesse, dans une institution, il y a un cadre. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un cadre que le cadre ne peut pas être discuté avec les jeunes? Ils comprennent ça. Ils comprennent que le cadre est nécessaire, qu'il est même impératif, le cadre. Est-ce que ce n'est pas pour autant qu'on peut en discuter? Mais pas si c'est dans un débat qui se fait comme on voit à la télévision généralement, hein, où on se lance des bazars sur la tête. Non. Dans une discussion qui est enrichissante, où le jeune va vous demander directement, si vous êtes dans ce climat-là vis-à-vis d'un cadre, pourquoi est-ce qu'on a mis telle règle? Hein? C'est pour ça. La règle ne pose plus de problème à ce moment-là. Et puis ils peuvent comprendre aussi ce qui est de l'ordre de la règle et de la norme. Les normes, on les interroge.
Bah oui, bah on va se coucher à 8h30, mais bon, c'est une norme ça, ou bien on peut la discuter éventuellement. Bah, ok, on va discuter aujourd'hui parce que c'est important quand même peut-être de pouvoir faire ce truc-là ou ce machin-là. La règle, le respect. Là, on ne la discute pas. Mais on comprend pourquoi. Ça ne se discute pas, cette règle-là. Mais elle est comprise. Et quand on la comprend, souvenez-vous de la première théorie, comprendre une règle et accepter la règle, c'est une contrainte psychologique. Si on a une latitude décisionnelle, on devient actif par rapport à la règle. Alors, ce même Prieto, il s'est amusé à regarder un petit peu comment la participation était comprise au niveau des politiques qui étaient menées à différents échelons. Échelons, c'est le cas de le dire. À différents niveaux, à partir des années 60, où Sherry Einstein a proposé ces échelons, ces 8 échelons. Et ce que c'est devenu aujourd'hui. Regardez, c'est intéressant, non? Et la manière dont il les a mis. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il appelle ça une participation active, le CDE. Mais si on regarde dans l'échelle, cette participation active, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que c'est une participation encore active, ça? Non. Ce n'est plus le pouvoir aux citoyens tel qu'elle était. C'est un système tokenisme, c'est comment dire, c'est symbolique, quoi. On vous le demande, c'est symbolique. Hein, on vous demande une participation, c'est sympathique. Hein, ça fait réfléchir. Alors là, on pourrait le voir ensemble, mais c'est les différentes manières d'interpréter ces échelons de la participation. Alors, je vous le répète, de mon expérience à moi, je n'ai pas une grande expérience. Je mène que des laboratoires, moi, où j'essaie de comprendre ce que vivent les jeunes. Et comment est-ce qu'on peut arriver à donner du sens dans ce que vivent les jeunes. Je pense qu'il faut systématiquement leur proposer, pas leur proposer, mais les accompagner vers l'échelon le plus élevé de la participation. Souvenez-vous de ce que Hart disait. Les amener, je ne sais plus sa phrase exacte, mais j'ai changé mes lunettes, j'aurais pu le lire de nouveau. Hein. Confiance et compétence pour les amener progressivement à toute démocratie, de l'expérience d'une démocratie en herbe, dans les écoles, un peu partout. Voilà. Stéphanie, 10 minutes. Waouh, on fonce là. Juste un mot sur cette dia-là. C'est pour comprendre que la participation, c'est un processus. Un processus qui va se discuter, qui va se mettre en place, tout doucement, et dans lesquels il y a du pouvoir. Et il ne faut pas avoir de pudeur vis-à-vis du pouvoir. La participation, c'est un enjeu de pouvoir. Il y a sur cette slide, évidemment, une représentation du pouvoir, des enjeux. C'est parfois l'argent. Bah, c'est pas toi qui amène l'argent, c'est pas toi qui le décide. Et pourquoi pas, finalement? Puisque le dispositif, il est là pour eux aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas les mêler à ça? Pas du premier coup, mais tout doucement. Des dangers, il y a des individus, évidemment, qu'il faut tenir compte. Il y a des institutions, il y a des principes, on l'a vu. Hein. Il y a des principes, des lois, une éthique et une transparence. Avant de conclure, je pense que le dispositif lui-même, je passerai un petit peu là-dessus parce que vous l'aurez bien compris, sur la notion de la santé mentale. Alors je voudrais vraiment comme c'est la semaine de la santé mentale, j'ai tenu à mettre ça aussi pour dire, c'est quoi la santé mentale? Quels sont les déterminants de la santé mentale? Toutes les recherches arrivent aux mêmes conclusions. Le principal déterminant de la santé maintenant, pas la santé mentale, de la santé, c'est les expériences adverses vécues dans l'enfance. Les traumas, le mauvais climat, ceci, cela. On parle de la santé, même pas de la santé mentale, de la santé. C'est ce qui va déterminer principalement, selon des statistiques qui sont menées un peu partout, sur le fait qu'on va avoir une santé qui n'aille plus très bien, des problèmes. Deuxième critère, le faible soutien social. Le soutien social pour les enfants, c'est quoi? C'est la famille, c'est l'école, l'environnement, les copains, les moments de jeunesse, les clubs de sport. Et le troisième point sur lequel il y a un jeune qui l'a dit tout à l'heure, hein, le statut social et économique. Nous, c'est pas nous que... Prenez ça dans un autre sens. Moi j'ai de l'argent, mais c'est pas de ma faute si moi j'ai de l'argent. C'est pas pour ça qu'il faut m'attaquer moi. C'est le statut social et économique. On voit qu'évidemment, les diagnostics sociaux qui se font tous les 2 ou 3 ans, je ne sais plus, Daphné, où es-tu? C'est 2-3 ans. 3 ans, hein,
reviennent chaque fois avec des constats qui sont ceux-là. Et le quatrième, il est amusant parce que c'est les effets cumulatifs des trois premiers. Voilà, on a fait le tour. Ça, ce sont les facteurs de risque principaux pour la santé. La santé mentale ne résonne pas là-dedans. Facteurs de protection, c'est amusant, hein, il faut faire des longues recherches, c'est le soutien social et le statut social et économique. Une phrase de l'OMS. Pas de santé sans santé mentale. Ça conclut bien. Dernière chose sur la santé mentale. Encore une fois, il y a des recherches qui ont été faites dans différentes cultures, dans différents pays. Il y a un problème avec ce mot-là. 5 minutes, on aura fini. On le considère généralement sur un axe bipolaire, on appelle ça bipolaire. Hein. Un plus, un moins. Je suis malade, je ne suis pas malade. La santé mentale, ce serait l'absence de maladie? Non. Ce qui est souvent mis en avant comme modèle qui est réellement le modèle qui est perçu par la population elle-même, c'est un système qu'ils appellent à double continuum, c'est-à-dire à deux axes. Un axe dans lequel on se sent bien, santé mentale optimale, santé mentale pas très bonne, mauvaise voire. Et puis un axe horizontal dans lequel il y a cette notion, je suis malade, mentalement j'ai une pathologie, ou pas de symptômes. Et si on mêle les deux, on voit à ce moment-là qu'il y a, tout comme manger sainement, c'est bon pour la santé. Se brosser les dents, on sait aujourd'hui que c'est une bonne hygiène à avoir. Si on a une bonne santé mentale, mais qu'on est dans une forme de pathologie, ça n'empêche pas d'avoir un sentiment de bien-être malgré des troubles de santé mentale. Tout comme à l'opposé, avoir une mauvaise santé mentale, en absence de tout symptôme, c'est une mauvaise santé mentale malgré l'absence de troubles en santé mentale. Définition de la santé mentale selon l'OMS, un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Porte-voix, c'est le protocole que vous avez vu aujourd'hui. Je vous en ai parlé, ce que j'expliquais aux jeunes tout à l'heure avec vous, c'est ce que je voulais aborder maintenant. Ce qui va se faire avec les enseignants, avec les parents, ça c'est pas encore fait. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. C'est par là qu'il faut aller. La conclusion, c'est de nouveau de pouvoir créer ces espaces capacitants dans lesquels les savoirs des jeunes vont pouvoir se confronter à d'autres savoirs. C'est « je participe, tu facilites ». Quelqu'un qui pourrait nous parler très bien de ce système-là. Je ne connais pas, mais je vais le creuser. Voilà, des espaces capacitants d'expression et d'action, des espaces de narration possible à la première personne, des espaces où on peut dire je, ceci, je vais bien, j'ai un problème, j'ai difficile parce que je juge les autres. Vous avez entendu ça? C'est incroyable, je trouve. Pouvoir d'être et d'agir individuel, collectif et en projet. Faire émerger et entendre des savoirs sourds et inaudibles. Bref, créer des tiers espaces de participation. Merci.